Bonjour à tous. Lorsque tout est nébuleux, bouché, bloqué, quand on ne voit pas le bout du tunnel, mais quand il faudrait que cela change, mais que rien ne change, il y a une expression, une maxime qui s'adapte à toutes ces situations. Revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, c'est revenir à l'essentiel, retrouver ses racines, se recentrer, retrouver l'envie de vivre ensemble et, à partir de là, construire une stratégie en pleine connaissance et conscience de ses forces et de ses faiblesses, en tenant compte de tous les paramètres de la société. Derrière l'armée de défense d'Israël, comment vit le pays ? Que pense la société israélienne, les responsables intellectuels, les milieux économiques et culturels de cette situation ? Il y a quelques jours, je lis un texte sur un blog sourceisraël.com, écrit le 10 octobre et qui m'interpelle. Et même si aujourd'hui le temps n'est pas au règlement de compte, mais à l'effort commun vers la victoire, seule solution pour assurer la survie d'Israël, son rédacteur, en partant de ce qui est arrivé le 7 octobre, essaye d'analyser, de comprendre les failles qui ont conduit le pays à un tel état de choc. Des éléments de réponse philosophico, politico, historiques que va nous faire partager d'Israël Léon Rosenbaum, avocat israélien de formation française. Léon Rosenbaum, bonjour. Bonjour. Pour nous éclairer sur la situation actuelle et les tourments de la nation d'aujourd'hui, vous situez la genèse de l'Israël moderne il y a à peu près 100 ans, avec le traité de San Remo de 1923. Très peu de personnes connaissent ce traité. Non, il est très connu, mais il est volontairement oublié. Entre qui et qui il a été signé ? Je ne situe pas la genèse de l'Israël moderne à cette époque, mais plutôt la genèse de la reconnaissance par les nations du droit du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Parce que ce traité, c'est pas exactement un traité, d'ailleurs il s'agit d'une décision collective dans le cadre de la Société des Nations, immédiatement après la Première Guerre mondiale, puisque ça a été l'occasion de démembrer l'Empire ottoman. La Turquie est restée seulement la Turquie proprement dite, et tout le reste de l'Empire ottoman a été démembré. Et donc, le Proche-Orient a été divisé, les Arabes ont reçu d'immenses territoires, en particulier l'Irak, la Syrie, le Liban, et les Juifs devaient recevoir la Palestine. Et la Palestine, dans ce plan, incluait tout le territoire jordanien actuel, toute ce qu'on appelle aujourd'hui la rive gauche, la rive droite, et bien entendu tout le pays d'Israël jusqu'à la mer. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment se fait-il que les 4/5 de ce territoire, c'est-à-dire le territoire jordanien, a été soustrait au peuple juif alors qu'il était prévu par le traité. Eh bien parce que la Grande-Bretagne, qui est devenue mandataire de ce pays, parce qu'à cette époque, les grandes puissances, dont la Grande-Bretagne et la France, estimaient que ces peuples n'étaient pas encore capables de se diriger eux-mêmes, il fallait une période transitoire. Mais ils avaient attribué à ces peuples le territoire en question pour le futur. Or, la Grande-Bretagne a décidé de sa propre autorité à soustraire du territoire alloué au peuple juif les 4/5, c'est-à-dire ce qui allait devenir la Jordanie. Par conséquent, ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que les choses ont été transformées, développées dans tous les sens, la Judée et la Samarie n'ont jamais appartenu à aucun autre peuple que le peuple d'Israël. Jamais. Il n'y a jamais eu d'État
qui peut prétendre qu'il s'agit de son territoire. Par conséquent, la Judée, la Samarie, une fois délivrée en 1967 par les armées d'Israël, eh bien tout simplement les choses sont rentrées dans l'ordre. Oui, sur le papier. Je comprends un tout petit peu les mots de certains partis politiques en Israël qui prônent Shnei Gedot la Yarden, c'est-à-dire les deux rives du Jourdain doivent être israéliens. Mais c'est évident puisqu'il s'agissait de l'accord international ratifié par toutes les grandes puissances de l'époque, membres de la Société des Nations. Donc, et en fait, c'est le seul document en droit international public qui fasse foi. Tous les autres sont des violations du droit. Alors évidemment, il y a une transformation en droit international public, et notamment le traité de paix entre Israël et la Jordanie. Israël, en signant ce traité, a renoncé aux 4/5 du territoire qui lui était alloué. Et par conséquent, en échange de la paix avec l'État jordanien. Mais pas pour le reste. Le reste est la propriété légale de l'État d'Israël, ce que beaucoup d'Israéliens ignorent et que bien plus encore les Européens et des Occidentaux ignorent volontiers. Votre définition d'Israël se base sur 3 éléments inséparables. La Torah, le peuple juif, la terre d'Israël, entre Méditerranée et Jourdain, comme vous venez de le dire. Léon Rosenbaum, votre vision en Israël, est-ce qu'elle est partagée par les 3 courants intellectuels principaux qui votent en Israël, c'est-à-dire la laïcité, le haridisme et bien sûr le sionisme religieux? Oui, absolument. Tout le monde, personne n'a l'idée qu'on puisse oublier totalement chacun des 3 éléments. Bien sûr, chacun donne une importance différente à chacun des 3 éléments, ça va de soi. Sauf le courant national religieux qui, lui, estime que les 3 sont absolument inséparables et d'égale importance. Alors, les problèmes qu'a connus Israël ces derniers temps, vous voyez de quoi je parle. Est-ce qu'ils ne viennent pas d'un déséquilibre justement qui est en train de se manifester en faveur des 2 dernières composantes, c'est-à-dire le haridisme et le sionisme religieux? Je pense qu'il s'agit d'un problème plus général, qui est la crise de la démocratie dans les grands pays occidentaux. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne. En France aussi, il y a un problème, mais il n'est pas exactement de la même nature. Mais il est vrai aussi en Belgique, il est vrai en Italie. C'est-à-dire, il y a de la part des possédants, des cadres, surtout des cadres économiques, une tendance à vouloir contrôler davantage le pays où ils résident, en estimant qu'ils possèdent des capacités, des qualités qui leur donnent ce droit. C'est-à-dire, il y a une véritable remise en cause du principe de la démocratie arithmétique, c'est-à-dire que le peuple est dirigé par lui-même en vertu d'un vote régulier. Soudain, il y a des remises en cause un peu partout, et bien entendu en Israël aussi, mais dans des conditions en Israël extrêmement tendues, qui sont aussi le résultat de la crise née de la tentative de la Cour suprême de prendre l'ascendant à la fois sur le Parlement et sur le gouvernement pour instituer un gouvernement des juges. Et c'est une atteinte à la démocratie, à mon opinion, mais tout le monde ne perçoit pas cela de la même façon. Certains pensent même qu'il est tout à fait souhaitable que pour empêcher
une appropriation du pouvoir exagérée par le gouvernement et même par la Knesset, alors la Cour suprême peut remplir ce rôle. Le problème, c'est que la Cour suprême se recrute dans un milieu assez fermé, d'une idéologie assez définie, que par conséquent, cela crée des tensions énormes dans le pays depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, mais cette tendance de la Cour suprême à vouloir accaparer la presque totalité du pouvoir s'est accentuée au cours des dernières années, et donc nous sommes arrivés à la crise que nous avons connue depuis le début de l'année. Léon Rosenbaum, vous écrivez que deux tendances caractérisent la diaspora aujourd'hui, et ont pour effet de l'éloigner d'Israël. Il y a tout d'abord une propension accélérée à l'assimilation, avec la perte de références juives, et dont le mariage mixte, c'est de l'ordre d'à peu près de 80%, est tout à fait favorable. Mais il y a aussi une justification de l'exil. C'est une vision parcellaire, pour moi, parce que les synagogues, ici en France par exemple, les écoles juives sont pleines. Et il y a de plus en plus de candidats à l'Alia. Il n'y a pas une contradiction dans votre pensée ? Alors vous évoquez ce qui se passe en France, ce qui est un petit peu particulier. Moi, j'évoque surtout ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, qui est la grande communauté d'exil, la plus grande, et de loin, et qui a beaucoup plus d'importance dans le monde juif et en Israël que malheureusement la communauté dont je suis originaire, qui est la communauté juive de France. Alors, ce qui se passe en France n'est pas non plus extrêmement brillant. C'est-à-dire, en fait, c'est l'enfermement de la communauté juive sur elle-même qui crée cette illusion de succès. Les synagogues sont pleines, dites-vous, les écoles juives aussi, parce que tout simplement, on ne peut plus, les juifs, les jeunes juifs, ne peuvent plus aller à l'école. Vous le savez très bien, je ne vous dévoile rien. Ça veut dire que la situation globale de la France, et surtout par rapport aux juifs, le statut des juifs en France, suite à une série de causes complexes que nous n'allons pas étudier maintenant, mais dont tout le monde sait qu'il s'agit de la montée de l'islam en France, tout simplement, cette situation est devenue difficile. Donc les juifs se regroupent, mais cela n'empêche pas ni les mariages mixtes, ni l'assimilation à une vaste échelle. Les juifs qui se regroupent sont une minorité des juifs qui vivaient en France il y a 40 ans. J'ai quitté la France il y a 47 ans. À cette époque-là, on disait couramment qu'il y a 700 000 juifs en France. Combien y en a-t-il aujourd'hui ? 400 000 ? C'est ça. Oui, 400 000. Bon, alors, c'est pas normal. Nous ne sommes pas tous partis en Israël. Il y a environ 100 000 immigrants, peut-être 150 000 immigrants juifs de France en Israël. Où sont les autres ? Comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, le temps n'est pas au règlement de compte. Nous ne parlerons pas des manifestations contre la réforme judiciaire qui a engendré une crise de société. Vous en avez même un petit peu fait l'allusion tout à l'heure. Il y a des tensions qui ont sûrement déstabilisé le gouvernement, mais 75 ans après sa fondation et le pogrom du 7 octobre, au 56e jour de la guerre, si on se retourne et qu'on regarde d'où vient le pays. Léon Rosenbaum, c'est quoi pour vous Israël aujourd'hui et où va-t-il ? Bien, d'abord, Israël aujourd'hui, c'est un immense succès, un très très grand succès. C'est un pays qui renaît de ses cendres après 19 siècles d'exil, il y a à peine 75 ans, qui a rassemblé en gros la moitié du peuple juif, peut-être même un peu plus que la moitié depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, qui a reconstitué à partir d'un pays désertifié, totalement désertifié,
une agriculture de premier plan, d'une haute technologie, qui a fait avancer à la fois une industrie et même une post-industrie, puisque nous sommes un des pays les plus créatifs du monde. Nous avons une armée très puissante. Nous envoyons des satellites dans l'espace. Nous avons des capacités nucléaires que tout le monde connaît. Nous avons une armée aguerrie, populaire. Nous avons toutes les raisons nous avons des réserves d'énergie découvertes dans la mer, dans notre zone maritime, qui nous permettent d'assurer notre indépendance énergétique pendant de nombreuses années. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes, à condition que nous restions unis et ne nous racontions pas de fausses histoires sur la paix et l'amitié immédiate à obtenir de nos voisins, de tous nos voisins. Alors en dehors d'Israël, des voix se sont fait entendre pour critiquer la dernière élection. En déniant l'instauration d'un gouvernement choisi démocratiquement par les électeurs israéliens, Léon Rosenbaum, vu d'Israël, pourquoi cette ingérence dans le choix des électeurs israéliens ? Je pense que l'essentiel de la critique contre Netanyahou et son gouvernement ne vient pas de l'étranger, mais vient d'Israël. S'il n'y avait pas eu une telle furie dont nous avons déjà plus ou moins parlé, mais qui a vraiment pris des proportions... Non, Biden, pendant un certain moment, ne voulait pas recevoir Netanyahou. Oui, alors ça, c'est tout simplement que tout le monde sait que Biden est entouré de l'équipe d'Obama. Obama qui avait manifesté une très grande, très vive hostilité à l'égard d'Israël, sans précédent dans les rapports entre Israël et les États-Unis. D'autre part, il est entouré de gens qui sont maintenant de plus en plus violemment anti-israéliens, mais visiblement Biden lui-même a corrigé cette situation face au scandale de l'attaque du Hamas. On est maintenant dans une situation moyenne où on ne sait pas encore très bien quelle va être... Est-ce que Biden lui-même va continuer dans cette voie de soutien à Israël réel, ou sera-t-il circonvenu par son entourage dans une situation d'hostilité à l'égard d'Israël? Tout est possible maintenant sur ce point. Mais s'il n'y avait pas eu un tel tollé anti-Israël, anti-Netanyahou, anti-gouvernemental, anti ce gouvernement qui a gagné les élections en Israël même, je pense que beaucoup de gouvernements étrangers auraient été beaucoup plus circonspects qu'ils ne l'ont été. Avant le cessez-le-feu, Tsahal poursuivait la conquête systématique du nord de la bande de Gaza, tout en demandant à la population, en larguant des tracts, d'évacuer la zone vers des abris. Léon Rosenbaum, y avait-il d'autres solutions pour Israël ? D'abord, nous n'avons pas pilonné la bande de Gaza. Vous avez une erreur. Le nord de la bande de Gaza. Nous n'avons même pas pilonné la bande de Gaza, c'est le nord de la bande de Gaza. Nous avons choisi des objectifs extrêmement précis, chirurgicaux, pour autant que possible épargner les civils qui n'auraient rien à voir avec le Hamas, ce qui est très difficile dans toute la bande de Gaza, entre parenthèses. Mais ce qui a été sélectionné avec beaucoup de soin, ce sont D'abord, on a l'air d'oublier, d'une façon générale en Occident, que pendant tout ce temps-là,
les civils israéliens recevaient des roquettes et des missiles en permanence sur toutes nos villes, sur tous nos centres, et ce sont les civils, pas ceux qu'ils visaient, c'était pas du tout les objectifs militaires, comme nous sommes obligés à ne viser que des objectifs militaires. Mais quand le Hamas utilise les civils comme protection, comme bouclier humain, comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous faire? Alors que justement, depuis ces boucliers humains, ils nous écrasent sous les bombes. Comment voulez-vous faire? Il n'y a pas d'autre solution. À l'heure où nous enregistrons, la trêve, elle est prolongée, reconduite. C'est bien, mais il y a un dilemme qui subsiste quand même pour Israël. Et un dilemme qui reste suspendu entre deux exigences. Ramener tout d'abord les otages en vie, il serait à peu près 140 encore, tout en continuant sa lutte contre le Hamas. 10-15 otages libérés par jour. Il y a un cessez-le-feu. Ça risque de durer longtemps quand même. Les Israéliens, est-ce qu'ils auront la patience d'attendre? Et vous, en tant qu'Israélien, est-ce que vous allez avoir la patience d'attendre? Pour ma part, je n'ai déjà plus de patience. Mais personne ne me demande mon opinion. Mais je peux vous dire que chez beaucoup d'Israéliens, rien ne va plus, déjà. C'est-à-dire, nous sommes évidemment partagés. Nous partageons la joie des familles qui retrouvent leurs enfants, leur grand-mère, leurs parents. Bien sûr, comment ne pas l'être? Mais tout cela est un scandale. C'est un scandale d'arracher des civils à leur maison pour en faire des otages. Ceci est contraire à toutes les règles des opérations militaires partout dans le monde. Et en échange de quoi? En échange de personnes condamnées en justice, après procès, pour des actes de terrorisme. Alors, en général, on a essayé d'éviter, dans ce cas-là, d'envoyer des gens qui ont tué des personnes. Mais il s'agit de gens qui ont poignardé, qui ont jeté des bombes, qui par hasard n'ont pas explosé ou ont explosé sans tuer personne. Ce sont des actes de terrorisme et pour chacun des enfants libérés, nous avons libéré 3 personnes coupables de ces faits. C'est une situation de scandale. Tout Israël fait bloc derrière les otages. Leur retour est devenu une exigence absolue. Les Israéliens soutiennent l'échange, mais ne le portent pas au crédit de Netanyahou. Alors, Léon Rosenbaum, combien de temps le gouvernement tiendra-t-il comme ça? Et son parti, le Likoud qui est en perte de vitesse dans les sondages. Je crois que si Netanyahou respecte ce qu'il a dit, et lui et son ministre de la Défense et les autres ministres qui ont multiplié l'expression selon laquelle nous ne laisserons plus le Hamas constituer un tel danger pour Israël, eh bien, il tiendra longtemps. Il n'y a aucune raison qu'il ne termine pas son mandat. Si par contre il ne tient pas ses paroles, cette parole essentielle, à mon avis, pour l'essentiel du peuple d'Israël, il ne tiendra pas une semaine. Alors avec le sort des otages, de nombreux Israéliens ont le sentiment que c'est le Hamas qui est maître du jeu. Il exploite le point faible d'Israël, c'est-à-dire la vie avant tout. Léon Rosenbaum, la trêve, les cessez-le-feu, ça profite à qui? Au Hamas ou à Israël? Je crois qu'il est évident que le Hamas joue avec nous.
parce qu'il sait que nous sommes attachés à la vie humaine et à la vie de nos enfants et de nos personnes âgées et de nos soldats, et que il tente de survivre quelques jours en nous donnant au compte-gouttes quelques vies. Mais au contraire, je pense que l'essentiel du peuple d'Israël a parfaitement compris le jeu qui est joué, et que quelles que soient les récriminations contre le gouvernement actuel, parce que nous sommes en état de choc après une telle déroute, et nous en voulons à tout le monde, et pour commencer, évidemment, à ceux qui n'ont pas été capables d'empêcher ça. Mais les responsabilités vont être mises à jour sur ce qui s'est vraiment passé. Ça, c'est clair. Mais il n'est pas absolument certain que c'est justement ni le Premier ministre, ni le ministre de la Défense qui portent l'essentiel de la responsabilité. Il y aura une commission d'enquête officielle qui va tout examiner, et je pense que le peuple est dans une telle rage qu'elle ira jusqu'au bout. Alors, les proclamations des dirigeants politiques et militaires israéliens, comme Benny Gantz mardi, affirmaient haut et fort qu'à l'issue de la pause de 10 jours, et je mets cette citation entre guillemets, l'armée israélienne repartira pour éradiquer le Hamas à Gaza. Léon Rosenbaum, vous croyez vraiment à cette reprise des combats par Tsahal ? Totalement. Totalement. Ça prendra peut-être quelques jours de plus. Ça, si à chaque fois on peut sauver quelques vies supplémentaires sans risquer de les écraser nous-mêmes, parce que c'est toujours dangereux d'attaquer massivement. Bien que, encore une fois, nous n'attaquions pas massivement. Sinon, il n'y aurait plus une seule maison dans toute la bande de Gaza. Nous avons largement les moyens de faire une chose pareille. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Occidentaux quand ils ont attaqué Daesh en Irak. Sans hésiter une seconde. Mais justement, nous ne sommes pas les Occidentaux. Nous sommes le peuple d'Israël. Et nous avons pour la vie un respect considérable. Au début des trêves, la porte-parole du Quai d'Orsay a rappelé la position officielle de la France, selon laquelle il n'appartient pas à Israël de décider de l'avenir politique de la bande de Gaza, qui devra faire partie d'un futur État palestinien. Léon Rosenbaum, en tant qu'Israélien, que pensez-vous de cette déclaration ? Je vais vous répondre en tant qu'Israélien, mais aussi en tant que citoyen français, né à Paris. Malheureusement, et pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas développer ici, cette déclaration française n'a aucune importance et n'entamera en rien la détermination du peuple et, j'espère, du gouvernement d'Israël. En Cisjordanie, les prisonniers libérés ont été accueillis en héros. Des scènes de liesse ont été accompagnées de chants à la gloire du Hamas, qui héritent de tout le crédit de ces libérations, avec une jeunesse qui rêve de, entre guillemets, je mets ce mot, résistance, et qui veut absolument devenir martyr. Comment Israël peut composer un avenir avec de tels voisins ? Eh bien, tout simplement en réajustant l'équation. De deux choses l'une. Ou bien vous accepterez le fait qu'Israël aura les compétences nécessaires pour vous empêcher désormais de rassembler des armes contre l'État d'Israël, ou bien vous penserez aller voir ailleurs. Vous avez toutes sortes de possibilités. Vous avez l'État palestinien, l'autre État palestinien, à part Israël, qui s'appelle la Jordanie et qui occupe les 4/5 de la Palestine, et où 80% des habitants se disent palestiniens.
ou bien tout autre pays arabe qui ont d'immenses ressources territoriales et... Personne n'en veut. Pardon ? Personne n'en veut. Personne n'en veut, il faudra bien... Mais alors, ou bien, ils acceptent donc cette autorité, ou bien rien, ils partent. Ils n'en veulent pas, ils iront ailleurs. En tout cas, ils n'auront pas le choix. Ils doivent le savoir. Ce ne sera pas simple, il faudra toute une période de transition. Mais Israël ne peut plus accepter des menaces pareilles à proximité de ces centres de population. Et cela est vrai non seulement pour le Hamas, mais c'est vrai aussi pour le Hezbollah, et c'est vrai aussi en Judée-Samarie. C'est terminé. Nous allons revoir totalement notre stratégie après la démonstration de sauvagerie qui vient de nous être faite. Nous avons compris. Pour terminer notre entretien, je reprends une partie de la conclusion de votre écrit. En 3 jours, face à l'adversité d'un impitoyable ennemi, l'unité du peuple d'Israël, y compris la diaspora, s'est largement rebâtie. L'urgence est maintenant une victoire absolue sur les forces acharnées à nous détruire, et cela prime sur toutes les autres questions. Léon Rosenbaum, dans un cadre plus général, quelles pourraient être les solutions pour assurer la survie, l'avenir d'Israël face aux menaces combinées de l'Iran à Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen, et je rajouterai en Judée-Samarie. Vous avez commencé à l'évoquer. Alors d'abord, nous avons le droit de vivre et pas seulement de survivre. Et il faut bien que tout le monde se mette ça en tête et se rappelle que nous sommes une puissance spatiale et une puissance nucléaire. Tous, à travers le monde, doivent se rappeler cela. Nous n'avons aucune raison de survivre. Nous voulons et nous avons le droit de vivre. Tous les gens qui croient pouvoir nous éliminer, tous, y compris les ayatollahs, y compris certains États arabes, alors qu'un certain nombre ont commencé à comprendre qu'il valait mieux faire la paix avec nous, qu'il y avait beaucoup à gagner à faire avec nous la paix d'Abraham. Mais ceux qui continueront de vouloir notre mort devront nous affronter beaucoup plus près à nous défendre, beaucoup plus redoutables que nous n'avons jamais été. Et cela doit être compris par tout le monde, en Occident comme ailleurs. Mon invité aujourd'hui, Léon Rosenbaum, avocat israélien de formation française et rédacteur d'un blog sourceisraël.com que vous pouvez bien sûr aller visiter et vous pouvez lire d'autres articles dont tout le monde pourra bien sûr prendre connaissance. Merci Léon Rosenbaum de nous avoir fait partager vos doutes, vos appréhensions, vos certitudes, vos connaissances philosophico-politico-historiques. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à vous. Précisons que les propos que nous venons d'entendre et que vous n'êtes pas obligés de partager sont ceux d'un citoyen israélien. Ils reflètent l'opinion d'une partie de la population en Israël traumatisée en cette période tendue.